السلام عليكم. اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، الحلقة 77. استرجاع الأراضي الفلاحية 1973. Aujourd'hui, vendredi 11 novembre 2021, épisode 77. Les terres agricoles récupérées en 1973. قبل ما نبدا هاد الحلقة بغيت نسينيالي لجميع الأصدقاء ديال اليوتيوب بأنه غادي ندير واحد الحلقة خاصة على لي ليو بوبليك، لي كافي، لي ريستورون، les cabarets, les boîtes de nuit de la ville de Kénitra à la belle époque, dans les années 1960-1970. Vu l'importance de tous ces lieux publics, je pense que je dois vraiment consacrer une vidéo spéciale à tous ces fameux lieux publics de la ville de Kénitra. À propos du truand Big Boy, je dois signaler que ce truand s'appelait Bouazza Elmir, et non pas Bouchaïb, comme je l'ai dit hier. Donc, son prénom, c'est Bouazza. Pour le policier demi-frère de M. El Ghazi, ce policier qui avait abattu le Big Boy avec plusieurs balles dans le corps, avait été condamné à une peine de 30 années de réclusion. Mais avec la réduction des peines lors des nombreuses fêtes nationales et musulmanes, ce policier avait été sorti de la prison après avoir purgé sa peine au courant des années 1990. J'ai eu l'occasion de voir ce policier vers la fin des années 90 à Kénitra. Il était encore en bonne santé
malgré plusieurs années de prison. Voilà. Maintenant, j'ai déjà parlé de Driss Benhima, le fils du docteur Mohamed Benhima. Ce Driss Benhima mérite d'être connu de plus près. J'ai préparé ce petit document qui vous permet d'avoir une idée bien précise sur Driss Benhima. Ce Driss Benhima, qui était ingénieur à l'office chérifien des phosphates, comme des centaines d'autres ingénieurs, comme lui, avait été choisi par Driss al-Basri pour lui confier diverses responsabilités. Je signale que Driss al-Basri devait son poste de ministre de l'Intérieur à la famille Benhima. Je l'avais déjà expliqué. Maintenant, je vous communique quelques renseignements sur Driss Benhima. De 1977 à 1990, il avait exercé comme ingénieur à l'office chérifien des phosphates dans les mines de la ville et région de Khouribga. De 1990 à 1994, il était directeur général de la société Air Liquide. C'est une société qui faisait un chiffre d'affaires de plusieurs milliards par an et qui avait un patrimoine estimé à plusieurs milliards également. De 1994 à 2001, Driss Benhima était directeur général de l'Office national de l'électricité, l'ONE, tout en assurant la fonction de ministre des Transports, de la marine marchande, du tourisme, de l'énergie et des mines. De 2001 à 2003, Driss Benhima était wali du Grand Casablanca et gouverneur de la préfecture de Casablanca-Anfa. Malgré ses échecs et ses débâcles, il est repêché en 2004 pour diriger l'agence de promotion et développement
des provinces du Nord jusqu'en 2006. De 2006 à 2016, il était président-directeur, Driss Nehima était président-directeur général de la Royal Air Maroc. Sans oublier que Driss Nehima était président du comité de campagne de la candidature du Maroc pour la Coupe du monde de football 2006. Driss Nehima est un cas d'école. À chaque fois qu'il échouait dans une mission, on lui donnait une nouvelle responsabilité plus grande et plus importante. Voilà, avec ces informations, vous allez avoir une idée bien précise sur Driss Nehima, qui était l'un des grands protégés de Driss Basri. Maintenant, je dois rappeler aux amis de Facebook et YouTube que mon livre Raison d'État est toujours disponible dans les 3 librairies de Casablanca. La librairie Le Carrefour des livres, au Maarif, la librairie Maarif Culture et la librairie Livre Service au centre-ville, à la rue Tata, une rue parallèle avec la rue du Prince Moulay Abdallah. Cette librairie Livre Service est située juste à côté du cinéma Lutetia. Je signale également aux amis de YouTube et Facebook que la semaine prochaine, Inch'Allah, mon livre Raison d'État sera disponible à Rabat, la capitale. Dans les prochains jours, je vais vous dire le nom et raison sociale de la librairie à Rabat où va se trouver mon livre Raison d'État. Maintenant, je passe à l'épisode 77 consacré aux terres agricoles récupérées en 1973 par un dahir signé par le roi Hassan II. Dans l'épisode précédent, j'ai beaucoup parlé de la marocanisation au Maroc qui avait eu lieu par dahir du roi Hassan II en 1971. Le dahir concernant
les terres agricoles date de 1973. Ces deux daïrs de la marocanisation en 1971 et de la récupération des terres agricoles en 1973 avaient profité aux mêmes membres des 200 familles bourgeoises qui gravitent dans l'entourage immédiat du roi Hassan II. Parmi ces 200 familles bourgeoises qui gravitent autour du roi Hassan II à partir de 1975, il y avait également des familles sahraouis. Toute une grande partie de ces responsables seront cités dans cet épisode. Les terres agricoles dans notre pays avaient été bien choisies par des experts agricoles français. Ces terres très fertiles avaient été distribuées gratuitement aux colons français installés au Maroc à partir de 1912. Ces colons français avaient acquis une immense fortune au Maroc après quelques dizaines d'années d'exercice en tant que colon. En tant que colon, un Français avait des dizaines d'ouvriers marocains à son service, avait des familles marocaines à son service, et avait également plusieurs fonctionnaires de police à son service. Un colon français de l'époque avait plusieurs pouvoirs de décision, car il était bien introduit auprès des autorités du protectorat français au Maroc. Il était bien introduit auprès des hauts responsables de l'administration du protectorat. Il était bien introduit auprès des tribunaux
auprès de tous les tribunaux du pays. Il était bien introduit auprès de tous les responsables policiers français au Maroc du protectorat. Il était très bien introduit dans toutes les administrations publiques et privées. Un colon français de l'époque du protectorat français au Maroc était vraiment une personnalité très riche et très respectée. Les colons français au Maroc se sont implantés dans le Gharb, dans toutes les villes du Gharb, dans la ville et région de Marrakech, dans la ville et région de Casablanca, dans la ville et région de Safi, dans la ville et région d'Agadir, dans la ville et région de Beni Mellal, dans les villes et les régions de Fès et Meknès, dans les villes et régions de Rachidia, dans les villes et régions d'Oujda, dans la ville et région de Fiyig, dans les villes et régions de Tétouan et Tanger. Autrement dit, les colons français étaient implantés partout dans le Maroc du protectorat. Et ce, à partir de 1912. Ces colons faisaient de l'exportation vers la France. Ils exportaient les produits agricoles, ils exportaient les agrumes, ils exportaient les conserves de sardines, ils exportaient la viande rouge, des ovins et des bovins. Ces colons français étaient bien organisés dans des coopératives pour chaque région du pays. Ces colons avaient une sorte de syndicat qui les réunissait tous. Il y avait un syndicat à la région du Gharb, il y avait un syndicat à la région de Berkane, il y avait un syndicat à la région de Casablanca, il y avait un syndicat à la région de Marrakech, il y avait un syndicat dans les régions de Marrakech, Safi
et Agadir, il y avait un syndicat dans les villes et régions de Fès et Meknès, etc., etc. Ces terres agricoles avaient été données gratuitement à ces colons français. Dans le Maroc de l'époque, dans le Maroc de 1912, il n'y avait aucune المحافظة العقارية. Il n'y avait aucune conservation immobilière. Les conservations immobilières avaient commencé leur service avec la présence de la République française au Maroc. C'est à partir de 1912 que l'ensemble des terres avait commencé à être inscrits dans chaque bureau régional de la conservation foncière. Ceci, autrement dit, il n'y avait aucun document officiel avant le protectorat français qui justifiait que tel terrain appartenait à telle famille. Tous les terres agricoles appartenaient à des familles marocaines, mais ces propriétaires, ou ces soi-disant propriétaires, avaient comme document un acte rédigé par deux adouls, suite au témoignage d'un certain nombre de personnes qui connaissaient ces propriétaires marocains. Avec l'arrivée de la France au Maroc, en 1912, la conservation foncière avait fait ses débuts en 1912. Ce travail de topographie n'est pas facile à faire, car en plus de 40 années de présence au Maroc, la France avait à peine fait le travail de la topographie concernant les grandes villes marocaines, et c'est tout. Les terres agricoles
resté jusqu'en 1973 non inscrit في المحافظة. يعني المغرب كامل ما كانش فيه المحافظة قبل ما تدخل فرنسا للمغرب. كان كل شيء في المغرب كي كيتسجل عند العدول، عند جوج ديال العدول، وهادوك جوج ديال العدول كيسجلوا الشهادة ديال الأشخاص، العدد ديالهم يقدر يكون 5 ولا 8 ولا 10 ولا 12، اللي كيعرفوا هادوك الناس اللي كيستغلوا هادوك الأراضي الفلاحية مدة سنين، مدة قبل ما تدخل فرنسا المغرب بعدة سنوات. والمصالح ديال المحافظة دخلات للمغرب ابتداء من عام 1912. وهذه الخدمة ديال المحافظة كتطلب واحد العمل طويل ديال لا توبوغرافي. هذا العمل طويل اللي كيدي السنين اللي دارت فرنسا في المغرب ما بين 1912 و 1956. يلاه تكافى مع جميع البلدان ديال المغرب، البلدان فقط، لي فيلاج ديال المغرب، لي ميليي دو فيلاج et les millions de terres agricoles, les millions d'hectares de terres agricoles كلهم هادو ما تسجلوش في المحافظة حتى 1973. عاد بدات التسجيل في المحافظة ديال الأراضي الفلاحية. هذا المشكل ديال المحافظة في الأراضي الفلاحية راه باقي ما انتهاش حتى الآن في 2022. وهاد يعني هاد سيت ابسونس ديال المحافظة في المغرب جعل فرنسا تصرف كما بغات في الأراضي الفلاحية ديال المغرب. وحتى الآن في سنة 22 لازالت بزاف ديال الأراضي الفلاحية اللي ما فيهاش محافظة، اللي ما مسجلاش في المحافظة. في عام 1973 منين خرج الظهير، عام في عام ابتداء من سنة 1956 واحد العدد ديال لي كولون فرونسي avaient quitté leur ferme et avaient quitté le Maroc pour aller
en France, définitivement. Dans le courant des années 1960, واحد العدد ديال les colons français avaient quitté le Maroc également. Dans le courant 1960, بعد الفيرمات اللي كانوا عند les colons français avaient été occupés par la force par les services spéciaux marocains, par des généraux marocains et par de hauts fonctionnaires de police marocaine. Dans les années 1960, plusieurs policiers du Cap 1 avaient occupé par la force quelques fermes agricoles dans le Gharb, surtout dans la région de Kénitra. Ceci était le cas du commandant Ahmed Dlimi, de son père Hassan Dlimi, de Ba'zat El-Ghazi, de Haj Qada à Kénitra, de Ahmed Arbab à Kénitra et de plusieurs personnes, de plusieurs policiers du Cap 1. Avec le Daïr de 1973, concernant les terres agricoles marocaines qui étaient gérées par des colons français entre 1912 et 1973. Ce Daïr avait été bien exploité par les mêmes membres des 200 familles qui gravitent dans l'entourage du roi Hassan II. Ces 200 familles bourgeoises marocaines, dont une bonne partie originaire de la ville de Fès, avaient profité très largement des deux daïrs du Hassan II. Ils avaient profité du daïr de 1971 concernant la marocanisation et 2 ans plus tard, ils avaient profité du daïr de 1973 concernant la récupération des terres agricoles. Ces 200 familles étaient toujours les mêmes dans l'entourage du roi Hassan II, dans l'entourage
du roi Mohammed V entre 1956 et 1961, dans l'entourage du roi Hassan II entre 1961 et 1973. Tous les membres de ces 200 familles au Maroc se sont enrichis dans le Maroc indépendant à partir de 1956. Avant 1956, il y avait très peu de gens, très peu de personnes marocaines qui étaient connues comme riches ou comme très riches au début de l'indépendance du pays. Ces immenses fortunes appartenant aux 200 familles qui gravitent autour du chef d'État marocain entre 1956 et 2022, ces mêmes familles, ces mêmes 200 familles sont devenues très très riches, sont devenus tous des milliardaires. On les retrouve un peu partout, dans tous les commerces, dans toutes les industries, dans toutes les propriétés agricoles, dans toutes les usines, dans toutes les sociétés. Etc., etc. Autrement dit, les mêmes personnes qui appartiennent à ces 200 familles bourgeoises qui sont devenus millionnaires dès 1956 et qui sont devenus milliardaires dans les années 70 continuent toujours à graviter autour du chef de l'État jusqu'à ce jour en 2022. Autrement dit, le Maroc entier appartient en totalité à la famille royale et aux 200 familles qui gravitent autour de la famille royale. Parmi ces 200 familles, il y a plusieurs dizaines de familles originaires de Fès, originaires également de Casablanca, originaires de Marrakech, originaires d'Agadir et originaires d'autres grandes villes du pays.
avec le Dahir de 1973 concernant la récupération des terres agricoles, on avait appris que dans la région d'Agadir, de Taroudant et du Souss, il y avait de très grandes propriétés agricoles exploitées par des colons français. On avait appris également que dans presque toutes les régions agricoles marocaines, il y avait de très grandes propriétés exploitées par des colons français. En 1973, l'État marocain avait, en récupérant ces millions d'hectares de terres, des terres agricoles, avait estimé utile de créer la très très grande société SODEA. SODEA, c'est la Société de développement agricole. Et la société SOGETA. SOGETA, la Société de gestion agricole. L'État français avait, l'État marocain avait également créé en 1973, dans le cadre de ce dahir de la récupération des terres agricoles, l'État avait créé la société Comagri. C'est la compagnie marocaine agricole qui s'occupait de la gestion des bovins, des ovins et des autres animaux. Ces trois sociétés étatiques marocaines, qui sont par ordre d'importance la SODEA, la Société de développement agricole, la Comagri, la Compagnie marocaine agricole, et la SOGETA, la Société générale des territoires agricoles. Ces trois compagnies s'étaient implantées partout dans notre pays. Quand on voyage par voiture, on trouvait des fermes immenses appartenant à la SODEA ou à la SOGETA dans les régions, dans la région de Casablanca, dans la région de Kénitra,
dans la région de Rabat, dans la région de Tanger, dans la région de Tétouan, dans la région de Berkane, dans la région de Fès, dans la région de Meknès, dans la région de Marrakech, dans la région de Safi, dans la région d'Agadir et dans la région d'El Jadida. Ces deux sociétés, la Sodea et la Sogeta, faisaient de l'exportation des produits agricoles marocains. Ils exportaient ces produits vers le monde entier. Et pour ces exportations, ils avaient créé également une autre société étatique chargée de la commercialisation des produits marocains dans le monde entier. Cette société, qui s'appelait OCE, Office de commercialisation et d'exportation. Cette société étatique avait été très active dans les années 70, dans les années 1980 et dans les années 1990. Par la suite, cette société OCE avait continué à exister sur le papier uniquement. Car avec le temps, une bonne partie des exploitants agricoles marocains, qui sont également des milliardaires, s'occupaient eux-mêmes de la commercialisation de leurs produits. La société étatique Comagri s'occupait de l'importation des milliers de vaches laitières. Ces vaches laitières avaient été importées de France, de Hollande et d'Allemagne. La plupart des propriétés agricoles gérées par la Comagri étaient des territoires immenses. Des territoires immenses où il y avait des milliers de vaches laitières. Dans chacune de ces exploitations agricoles, de la Comagri, il y avait au moins 2000 à 3000 têtes, 2000 à 3000 vaches laitières. Dans les années 2000-2010, ces trois sociétés
étatiques, agricoles, qui sont la, la SODEA, la SOGETA et la Comagri, avaient disparu au Maroc. Les 200 familles bourgeoises qui gravitent toujours autour du chef de l'État marocain avaient décidé de s'occuper de la commercialisation et l'exportation de leurs produits agricoles. Ces produits sont exportés vers tous les pays européens, vers tous les pays de l'Amérique de l'Amérique du Nord, vers le Canada, vers la France, vers l'Allemagne, vers l'Espagne et aussi vers les pays de l'Europe de l'Est, de l'ancienne Europe de l'Est, notamment vers la Russie, vers la Pologne et vers d'autres pays, des pays de l'Est. L'objet de cet épisode 77 est très important. J'ai abordé ce sujet ce jour, mais je dois continuer avec le même sujet dans un prochain épisode ou dans 2 épisodes ou 3 nouveaux épisodes. Pour l'instant, je m'arrête là et je vous dis bonne journée. Inch'Allah. À la prochaine.